Mes parents sont partis en croisière. Pendant que je subissais une opération d'urgence et à leur retour, ma chambre était vide. J'ai été transporté d'urgence en salle d'opération, après m'être effondré au travail. L'hôpital a appelé mes parents, mais ma mère a répondu. Nous avons déjà payé pour la croisière de sa sœur. Il peut attendre. Ils sont partis le soir même. À leur retour, ma chambre était vide, tout comme leur plan de secours. Avant de commencer, nous avons des histoires incroyables en réserve. Mais nous avons besoin de votre aide, pour continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez une seconde, et faites-le maintenant. C'est gratuit, c'est rapide, et cela nous aide plus que vous ne l'imaginez. Merci de vous être abonné. Maintenant, passons à la vidéo d'aujourd'hui. La première chose que j'ai entendue, en ouvrant les yeux, fut une voix que je ne reconnaissais pas. Monsieur Callaway. Vous sortez de chirurgie. Tout s'est bien passé. Nous avons traité la rupture à temps. La pièce était sombre. Une lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de moi, réglée sur sa plus faible intensité. Mon abdomen était bandé, sous une blouse d'hôpital, que je ne me souvenais pas avoir enfilée. Il y avait un tube dans mon bras, et une douleur sourde sous la gaze, qui palpitait à chaque respiration. Un chirurgien se tenait au pied de mon lit, un dossier à la main. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être à mon bureau, mercredi après-midi. Les maux d'estomac, que j'ignorais depuis 2 jours, sont devenus aigus à 13h14. Je me suis levé pour aller chercher de l'eau, et mes jambes se sont dérobées. Je suis tombé, entre mon bureau et le classeur. Un collègue m'a trouvé. Puis des sirènes, puis un plafond qui défilait au-dessus de moi, puis plus rien. J'ai essayé de m'asseoir. Le chirurgien m'a fait signe de rester couché. Allez-y doucement. Vous avez eu une rupture de l'appendice. Nous sommes intervenus avant que ça ne se propage. Mais vous allez avoir mal, pendant un certain temps. J'ai hoché la tête, et j'ai regardé autour de la pièce. La chaise, à côté du lit, était vide. L'embrasure de la porte était vide. Le couloir était silencieux. Y a-t-il quelqu'un ici pour moi? Le chirurgien a marqué une pause, puis a posé le dossier. Nous avons appelé les contacts d'urgence. Figurant dans votre dossier. Votre mère et votre père. Ils ont dit qu'ils vous contacteraient. Ont-ils dit quand? Ils ont dit qu'ils avaient un engagement préalable. Et qu'ils viendraient vous voir à leur retour. Un engagement préalable. C'est ainsi que ma mère appelait ça. Un engagement préalable. Ma sœur, Megan, avait réservé une croisière de 7 jours. Mes parents, Patricia et Richard Callaway, prenaient l'avion le lendemain matin, pour la rejoindre. L'hôpital les a appelés, pendant qu'on me préparait pour mon opération d'urgence. Et ma mère leur a répondu, que son fils pouvait attendre. Parce que les vacances de sa fille étaient déjà payées. Le chirurgien m'a regardé, de la façon dont les médecins regardent les patients. Quand ils ne savent pas si le silence exprime de la douleur, ou autre chose. A-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons contacter? Non. Il a repris le dossier, et a quitté la pièce. La porte s'est fermée derrière lui, et le silence s'est installé, comme un second patient. J'ai regardé la chaise vide. J'ai regardé le plafond. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour réfléchir. Mon téléphone était sur la table de chevet. Une infirmière l'avait branché, pendant l'opération. Je l'ai pris avec ma main libre, celle sans la perfusion, et j'ai déverrouillé l'écran. 14 appels en absence. 7 du travail. 3 de Patricia. 2 de mon père, Richard. 2 de numéros que je ne reconnaissais pas. Un message vocal. De Patricia. Laissé à 6h12 du matin. Le lendemain matin de mon opération. J'ai appuyé sur lecture. Des annonces d'aéroport, en fond sonore. Des changements de porte d'embarquement. Des derniers appels pour les passagers. Puis, la voix de ma mère. Salut. Mon chéri. L'hôpital a dit que ton opération s'est bien passée. Je suis tellement soulagé.
Ton père et moi sommes à la porte d'embarquement. En ce moment. Nous serons avec Megan d'ici ce soir. J'ai laissé de la soupe dans ton congélateur. La semaine dernière. Donc tu devrais avoir ce qu'il faut. Appelle-moi quand tu te sentiras mieux. Je t'aime. Je l'ai écouté à nouveau. Des bruits d'aéroport. Des annonces d'embarquement. De la soupe dans le congélateur. Je t'aime. Voilà quelle a été la réaction de ma mère, face à l'opération d'urgence de son fils. Un message vocal, laissé depuis une porte d'embarquement. Et des instructions pour des restes de soupe. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas pour le réécouter plus tard, par tristesse. Je l'ai sauvegardé, de la même manière que l'on conserve un reçu. La preuve de ce qui a été acheté. La preuve de ce que cela a coûté. J'ai reposé le téléphone sur la table de chevet, et j'ai fixé le plafond. La lumière fluorescente bourdonnait. Le moniteur cardiaque bipait. Quelque part, au bout du couloir, une infirmière parlait à un autre patient. De ses papiers de sortie. Engagement préalable. C'est le terme que ma mère a utilisé, selon le chirurgien. Un engagement préalable. Comme une réunion d'affaires. Ou comme un rendez-vous chez le dentiste. Comme quelque chose dans un agenda, qui ne pouvait pas être déplacé. Ma mère a entendu les mots « opération d'urgence » et les a mis dans la balance. Face au programme d'une croisière, et c'est le programme qui a gagné. Ce n'était même pas serré. Elle ne s'est pas torturé l'esprit. Prendre cette décision lui a pris moins de temps, qu'il n'en faut pour faire une valise cabine. J'ai pensé à la rappeler. Pendant environ 10 secondes, je l'ai vraiment envisagé. Prendre le téléphone, composer le numéro, entendre sa voix. Et lui donner une chance de dire quelque chose, qui donnerait un sens à ce message vocal. Mais il n'y avait rien, qu'elle puisse dire. Le message disait déjà tout. Annonce d'aéroport. Soupe. Je t'aime. Carte d'embarquement. Parti. Il y a 3 ans, ma mère a été opérée du genou. J'ai pris 2 semaines de congé, j'ai dormi sur un lit d'appoint dans sa chambre d'hôpital. Chaque nuit, j'ai géré tous les appels avec la compagnie d'assurance. Et je l'ai conduite à 9 rendez-vous de suivi. Je lui ai apporté ses repas, j'ai ajusté ses oreillers à 2 heures du matin. Quand elle n'arrivait pas à se mettre à l'aise. À sa sortie de l'hôpital, j'ai emménagé chez elle pendant 1 semaine. Et j'ai géré sa convalescence. Megan était trop occupée. Richard n'était pas à l'aise avec les hôpitaux. C'est moi qui ai répondu présent, parce que c'est ce que je faisais. C'est ce que j'ai toujours fait. J'étais le fils qui répondait présent. Maintenant, c'était moi qui étais dans le lit d'hôpital. Le même genre de chambre. Le même genre de blouse d'opération. Le même genre de douleur, quand l'effet des médicaments diminuait. Et la chaise, à côté de mon lit, était vide. Non pas parce que ma famille ne pouvait pas venir. Mais parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Même hôpital. Même aile de chirurgie. Chaise différente. 2e jour. On a frappé à la porte. Je pensais que c'était une infirmière. Ce n'était pas le cas. Darren, mon collègue de travail, est entré, tenant un sac en papier. Provenant de la sandwicherie au coin de la rue, ainsi qu'une carte signée par tout le bureau. Je t'ai apporté un sandwich. Je me suis dit que la nourriture de l'hôpital devait être affreuse. Il s'est assis sur la chaise vide, la chaise que personne d'autre n'avait utilisée. Elle a grincé quand il s'est assis, comme grincent les meubles. Quand ils n'ont pas supporté de poids depuis un moment. Comment tu te sens? J'ai mal. Je suis fatigué. Ouais, tu as heurté le sol violemment. Mike t'a rattrapé. Juste avant que tu ne te fracasses la tête sur le classeur. L'ambulance est arrivée en 4 minutes. Environ. Il a regardé autour de la pièce, observant les fleurs intactes. Que les infirmières avaient posées sur le rebord de la fenêtre par pitié, la télévision silencieuse. Fixée dans le coin, avec sa télécommande toujours dans le support en plastique.
là où le dernier patient l'avait laissé. Il a regardé les cartes de prompt rétablissement sur la table de nuit et il y en avait 2. Toutes 2 venant de la boutique de l'hôpital, toutes 2 signées par des infirmières. Puis il a fixé le registre des visiteurs, accroché à la porte, avec sa page entièrement blanche. Où est ta famille? En croisière. Darren s'est arrêté de mâcher. Quoi? Ma sœur a réservé une croisière. Mes parents ont pris l'avion pour la rejoindre. L'hôpital les a appelés. Avant mon opération. Ils ont dit qu'ils viendraient me voir, à leur retour. Darren a regardé la pièce, puis les chaises vides, alignées contre le mur. Puis la perfusion dans mon bras, et enfin le pansement sur mon abdomen. Elle dure combien de temps, cette croisière? 7 jours. Il a posé son sandwich, et n'a rien dit pendant un moment. Puis il a demandé, tu auras besoin qu'on te ramène chez toi, quand ils te laisseront sortir? Ouais, je crois bien que oui. Je m'en occupe. Il est resté pendant 1 heure, il a parlé du travail, du match de la veille. Il n'a parlé de rien d'important. Ce fut la meilleure heure que j'ai passée, depuis l'opération. Non pas pour ce qu'il disait, mais parce qu'il était là. J'ai vérifié le registre des visiteurs, après son départ. Un seul nom. Darren Walsh. Un nouveau collègue. C'était tout. Un seul visiteur, en 2 jours. Un seul nom, qui n'était pas de ma famille. Le registre des visiteurs était un document de l'hôpital. Neutre. Clinique. Un presse-papier, avec un stylo attaché à une ficelle. Chaque personne qui entre inscrit son nom, son lien de parenté avec le patient, et l'heure. Le registre comportait des pages pour 7 jours. Le mien finirait avec une seule inscription, sur une seule page, et tout le reste serait vierge. Cette page de lignes vides, là où les membres de ma famille étaient censés écrire leur nom. Darren Walsh, collègue, 14h15. C'était là l'unique preuve, que quelqu'un se souciait assez de moi. Pour franchir la porte d'un hôpital. Cette nuit-là, seul, j'ai allumé mon téléphone, et j'ai commencé à ouvrir mes comptes. La morphine avait été réduite à une faible dose. La douleur était supportable. L'hôpital était calme, les lumières du couloir étaient tamisées. Et une télévision fonctionnait doucement, dans la chambre d'à côté. Dans ma chambre, la seule lumière provenait de la lueur de l'écran de mon téléphone. Et de la pulsation verte du moniteur cardiaque. Je n'étais pas encore en colère. J'évaluais la situation. C'est ainsi que fonctionne mon cerveau. Quand quelque chose se brise, je ne crie pas. Je compte. J'additionne ce qui a mal tourné, et ce que ça a coûté. Allongé dans ce lit, avec des agrafes dans l'abdomen, et une perfusion dans le bras. J'ai commencé à compter. Le premier compte, c'était le portail de l'assurance. Je payais la mutuelle de santé de mes parents, depuis que mon père avait pris sa retraite. Il y a 4 ans. Je les avais ajoutés à mon contrat, car la couverture de l'entreprise de Richard avait pris fin. Et il ne pouvait pas payer la différence. Personne ne me l'avait demandé. J'avais juste remarqué le problème, et je l'avais résolu. C'est ce que je fais. Je remarque les problèmes, et je les résous. Ma famille remarquait que les problèmes étaient résolus, mais ne se demandait jamais comment. La prime mensuelle était de $410. Sur 4 ans, cela fait 19 680 $. J'avais dépensé près de 20 000 $ pour assurer 2 personnes. Qui se trouvaient actuellement sur un bateau de croisière. Pendant que j'étais dans un lit d'hôpital, avec des agrafes dans le ventre. J'ai appelé la compagnie d'assurance. L'agente était très professionnelle. J'aimerais retirer 2 personnes à charge de mon contrat. Bien sûr, Monsieur Callaway. Puis-je avoir leur nom? Patricia Callaway et Richard Callaway. Et la raison de ce retrait? Ils n'ont plus besoin de ma couverture. Je comprends. Juste pour confirmer, ces personnes recevront un avis. Concernant l'interruption de leur couverture. Elles auront un délai de grâce de 30 jours. Pour souscrire à leur propre contrat. C'est très bien. Et vous êtes conscient.
Quels pourraient ne pas être en mesure de trouver une couverture comparable? Compte tenu de leur âge et de leur niveau de revenus actuel? J'en suis conscient. L'agente a traité la demande. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Première ligne sur le registre. Fait. Le deuxième compte, c'était le contrat de location de la voiture. Quand Richard a pris sa retraite, il voulait continuer à conduire. Mais ne remplissait pas les conditions pour obtenir une location. Avec ses seuls revenus de retraité. Il m'a appelé. J'ai juste besoin de ton nom sur le papier, Phil. Je m'occuperai des paiements. J'ai co-signé. Richard s'est occupé des paiements, avec peine, en versant le montant minimum. Il restait 18 mois de location, et ma capacité d'emprunt était liée à une voiture. Conduite par un homme, qui préparait sa valise, pendant qu'on m'emmenait au bloc opératoire. J'ai appelé la société de location, le lendemain matin. Je leur ai dit que je voulais entamer une procédure, pour retirer ma caution. Le locataire principal devra refinancer le véhicule de manière indépendante. Ou bien nous devrons réévaluer les conditions du contrat, a déclaré le représentant. Il en sera informé. C'est très bien. Monsieur, êtes-vous conscient que le locataire principal pourrait ne pas remplir les critères? À lui seul? J'en suis conscient. Deuxième ligne. Le troisième compte, c'était la pharmacie. Il y a 2 ans, j'avais mis en place la livraison automatique, pour les ordonnances de Patricia. Ces médicaments pour la tension artérielle, un renouvellement mensuel, avec ma carte de crédit. Mon identifiant, et mon adresse email pour les notifications d'expédition. La boîte arrivait à sa porte chaque mois, et elle l'ouvrait comme on ouvre un robinet. Sans jamais se demander d'où venait l'eau. J'ai hésité sur celui-ci. Assis dans mon lit d'hôpital, je fixais le portail de la pharmacie, sur mon téléphone. Le curseur clignotait, sur le bouton d'annulation. Il s'agissait de médicaments. Il s'agissait de sa santé. Et puis, j'ai repensé à cette époque, il y a 3 ans, lors de l'opération du genou de Patricia. J'ai dormi sur un lit de camp, dans sa chambre, pendant 9 nuits. Et pas un lit confortable. Un truc pliant en vinyle, qui grinçait à chaque fois que je bougeais. Je me réveillais à 2 heures du matin, pour ajuster ses oreillers. Car elle ne pouvait pas les atteindre. Je suis resté en attente, au téléphone avec la compagnie d'assurance, pendant 3 heures, un mardi. Parce qu'il refusait de rembourser ses séances de kinésithérapie. Je l'ai conduite à 9 rendez-vous de suivi. J'ai pris 2 semaines de congé. Megan était trop occupée. Richard n'était pas à l'aise avec les hôpitaux. C'est moi qui ai répondu présent. C'est toujours moi, qui répondais présent. Maintenant, j'étais dans un lit d'hôpital. Le même genre de blues, le même genre de douleur, la même aile de chirurgie, et la femme, pour qui j'avais dormi sur un lit de camp, était incapable d'annuler un vol. J'ai appuyé sur le bouton d'annulation. J'aimerais annuler le renouvellement automatique de Patricia Callaway. Et supprimer mes informations de paiement du compte. La patiente devra configurer son propre moyen de paiement, pour que les livraisons se poursuivent. Elle pourra bien se débrouiller. Troisième ligne. Je devrais préciser une chose. Je n'ai jamais été invité à cette croisière. Pas exclu, simplement pas inclus. Patricia a organisé le voyage pour 4 personnes. Elle-même, Richard, Megan, et le mari de Megan, Todd. Elle l'a planifié pendant des mois, elle a réservé les excursions, a choisi les restaurants. Et a envoyé un message de groupe, concernant la préparation des valises. Je n'étais pas dans ce groupe de discussion. Personne n'a dit, Ethan, tu ne viens pas. Personne n'a rien dit. Le voyage a été conçu, autour d'une famille de 4 personnes, et j'étais le 5e membre. Celui qui ne comptait pas. Au 3e jour de la croisière, Megan a posté une photo sur Instagram. Toute la famille sur le pont, le coucher de soleil derrière eux, levant leur cocktail. En légende, les moments en famille sont les meilleurs. L'horodatage indiquait 20h47. À 20h47, ce soir-là, j'étais allongé, seul, dans un lit d'hôpital.
avec des agrafes chirurgicales dans l'abdomen, et une perfusion de morphine pour calmer la douleur. Les moments en famille. Les meilleurs. J'ai fait une capture d'écran de la photo, non pas pour la partager, non pas pour me disputer, mais pour m'en souvenir. J'ai découvert plus tard, par la bouche de Meghan lors d'une dispute, que Richard a failli m'appeler depuis le bateau. La 3e nuit. Il est monté seul sur le pont supérieur, après le dîner. Le navire se trouvait quelque part, au large des côtes de Cozumel, sous un ciel étoilé, avec un océan plat et noir. Il est resté debout, près de la rambarde, son téléphone à la main, il a affiché mon numéro. Et a fixé l'écran. 2 minutes. C'est le temps qu'il a passé là. 2 minutes à regarder le nom de son fils sur un téléphone. Pendant que ce même fils était allongé dans un hôpital, à 5,000 km de là. 2 minutes à y penser, à peser le pour et le contre. Et à se demander si ce coup de fil valait la peine, de gâcher sa soirée. Il a rangé son téléphone dans sa poche, il est retourné dans la salle à manger, a commandé un café. Et a discuté de l'excursion prévue pour le lendemain matin. Failli. Il a failli appeler. Ce qui signifie qu'il s'est tenu sur ce pont, et qu'il a pensé à moi. Il a senti quelque chose le tirailler, et il a décidé que ce tiraillement n'était pas assez fort pour interrompre son dessert. Avoir failli, est pire que rien du tout. Rien du tout, ça signifie qu'on a oublié. Avoir failli, ça signifie qu'on s'est souvenu, et qu'on a choisi de ne rien faire. 5e jour. Le médecin a autorisé ma sortie. Avez-vous quelqu'un pour venir vous chercher? Oui. L'infirmière chargée des sorties est arrivée, avec les documents. Elle était de service, la nuit de mon arrivée. Monsieur Callaway, je dois mettre à jour votre dossier. Avant votre départ. Nous avons Patricia et Richard Callaway comme contact d'urgence. Sont-ils toujours actuels? Je les regardais. Supprimez-les tous les deux. Elle s'est arrêtée, son stylo suspendu en l'air. Souhaitez-vous ajouter quelqu'un d'autre? Darren Walsh. Je vais vous donner son numéro. Elle l'a noté, sans demander pourquoi. Les infirmières voient assez de choses pour savoir que lorsqu'un patient modifie ses contacts d'urgence, la question n'est pas d'ordre médical, mais personnel. Et la réponse est généralement une histoire, qu'elles n'ont pas besoin d'entendre. Darren s'est garé à l'entrée de l'hôpital, à 10 heures du matin. Je suis sorti, vêtu de mon pantalon de travail et d'un t-shirt ample, portant un sac en plastique avec mes affaires. Mon abdomen tirait à chaque pas. Les portes automatiques se sont refermées derrière moi. Darren n'a pas dit grand-chose, sur le trajet du retour. Il a monté mon sac jusqu'à mon appartement. Il l'a posé sur le comptoir. Il a regardé autour de lui. Tu as de quoi manger? Je vais commander quelque chose. Je passerai prendre de tes nouvelles. Demain. Merci, Darren. Il a hoché la tête, et il est parti. Je suis resté seul dans mon appartement. 5 jours après une opération d'urgence, j'étais chez moi. Non pas parce que ma famille m'avait ramené, mais parce qu'un collègue avait traversé la ville. Pendant sa pause déjeuner. Je me suis assis sur le canapé, et j'ai pressé un coussin contre mon incision. L'appartement était calme, propre, exactement comme je l'avais laissé le matin où je m'étais effondré au travail. Sauf que maintenant, il y avait un sac en plastique sur le comptoir, et une cicatrice qui se formait sous le pansement. J'ai regardé le congélateur. La soupe de Patricia était là, congelée dans un récipient, avec son écriture sur le couvercle. Mon nom, une date. Elle avait préparé de la soupe, avant de partir pour les Caraïbes. C'était là sa contribution. 1 litre de soupe, et un message vocal. Je n'ai pas ouvert le congélateur. À la place, j'ai pris mon téléphone. Il y avait encore 2 annulations à faire, et je les ai faites depuis le canapé. Le coussin toujours pressé contre mon ventre. Le système de sécurité de la maison, les comptes de streaming, des petites choses.
Mais les petites choses s'additionnent, de la même manière que les petits services. On ne les remarque pas, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Au moment où j'ai reposé le téléphone, tous les systèmes que j'avais mis en place pour ma famille étaient, soit annulés, soit en cours de fermeture. 4 ans de travail invisible, déconnecté en 5 jours. Et tout ce calcul a pris plus de temps à construire, qu'à effacer. 2 jours plus tard, la croisière s'est terminée. Patricia, Richard, Meghan et Todd ont pris l'avion du retour. Bronzés, reposés, leurs valises cabine remplies de parfums détaxés, et de souvenirs de vacances. Ils ont conduit directement de l'aéroport, jusqu'à l'hôpital. En chemin, Patricia a envoyé un message à Meghan, « Nous allons d'abord passer voir Ethan. Puis nous rentrerons défaire nos valises. » Ils sont entrés dans l'hôpital, à 16h15. Le hall sentait le désinfectant pour les mains, et la cire pour le sol. Patricia portait un sac à dos, provenant du port de croisière, avec des coquillages à l'intérieur. Et un aimant sur lequel était écrit « J'aimerais que tu sois là ». Elle l'avait acheté dans une boutique de souvenirs, le 2e jour. Pendant que je fixais le plafond, en attendant que la morphine fasse effet. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, ont marché dans le couloir. Et ont trouvé ma chambre. Le lit était défait. Des draps propres étaient pliés aux pieds, pour le patient suivant. Le pied à perfusion était repoussé contre le mur. Le tableau blanc, où une infirmière avait écrit mon nom, le nom de mon chirurgien. Et les horaires de mes médicaments, avaient été entièrement effacés. La chambre était vide, de la façon dont les pièces sont vides. Quand quelqu'un est parti depuis assez longtemps, pour que le bâtiment continue à vivre sans lui. Patricia s'est arrêtée, sur le pas de la porte. Le sac cadeau pendait de sa main. Richard a regardé par-dessus son épaule. Meghan se tenait derrière eux, le téléphone à moitié levé. Comme si elle s'apprêtait à prendre une photo des retrouvailles. Et qu'elle n'avait désormais plus rien à photographier. « Excusez-moi » a dit Patricia à une infirmière qui passait. « Mon fils était dans cette chambre. » Ethan Callaway. L'infirmière a vérifié dans le système. Monsieur Callaway est sorti, il y a 2 jours. Sorti? Par qui? Il a signé sa propre sortie. Il a appelé un taxi. A-t-il laissé un message, un mot, quoi que ce soit? Non, madame. Il est simplement parti. Patricia est restée debout dans la pièce vide, tenant un sac cadeau avec des coquillages. Et un aimant indiquant « J'aimerais que tu sois là ». La pièce sentait le désinfectant, et les draps propres. La chaise à côté du lit, celle sur laquelle personne ne s'était assis pendant 7 jours, était soigneusement rangée contre le mur. Une infirmière l'avait parfaitement positionnée à cet endroit. De la manière dont on dispose les meubles, dans une pièce qui n'a plus d'occupant. Patricia a appelé sur mon téléphone. 5 sonneries. Messagerie vocale. Elle a rappelé. Même chose. 3 fois de plus, depuis le couloir. Chaque appel tombait sur la messagerie vocale, et à chaque fois, la voix automatisée disait « Veuillez laisser un message ». Le visage de Patricia s'est décomposé, un peu plus. Elle avait l'habitude que je réponde. Elle avait l'habitude que je sois disponible. Le téléphone sonnant dans le vide était un son, qu'elle n'avait jamais associé à son fils. Meghan a essayé, depuis son téléphone. Rien. Richard n'a pas essayé. Il est resté dans le couloir, regardant le sol, les mains dans les poches. La posture d'un homme qui savait qu'il avait tort, dès l'instant où il a embarqué dans l'avion. Mais qui a choisi de passer 7 jours, à prétendre le contraire. Ils ont conduit jusqu'à mon appartement, et ont frappé. J'étais à l'intérieur. Je pouvais entendre les jointures de ma mère, frapper contre la porte. Ethan, ouvre la porte. Nous venons de rentrer. Nous arrivons directement de l'hôpital. Je n'ai pas bougé. Ethan, s'il te plaît. Nous t'avons rapporté quelque chose du voyage. Quelque chose du voyage. Un souvenir. Tiré des vacances qu'ils ont prises, au lieu de venir me voir à l'hôpital. Elle se tenait devant ma porte, pour m'offrir un cadeau.
provenant de l'endroit qu'elle avait préféré, plutôt que mon opération. La voix de Megan. Ethan, nous savons que tu es là. Laisse-nous juste entrer. Nous pouvons parler de tout ça. Le silence de Richard, qui était en soi une sorte de son. Je n'ai pas ouvert la porte. Non pas parce que j'étais en colère. Ni parce qu'il n'y avait rien, de l'autre côté de cette porte, dont j'avais besoin. Ils sont restés là, pendant 10 minutes. Puis j'ai entendu l'ascenseur. Puis plus rien. Ce soir-là, Patricia a appelé ma tante, sa sœur. J'en ai entendu parler plus tard. Nous venons de rentrer. Et Ethan est insupportable. Il ne veut pas répondre au téléphone. Nous sommes allés à l'hôpital. Et il était déjà parti. Pourquoi n'étiez-vous pas à l'hôpital, quand il a été opéré, a demandé ma tante. Nous allions venir. Mais l'hôpital nous a dit qu'il était stable. Ils ont dit que sa vie n'était pas en danger. Notre croisière était déjà réservée. Non remboursable, et le médecin a dit qu'il irait bien. Ce n'est pas ce qu'Ethan m'a dit. Qu'est-ce qu'Ethan t'a dit? Il m'a envoyé un message vocal, que tu lui as laissé. Silence. Quel message vocal? Celui de l'aéroport. Patricia. J'ai entendu les annonces de la porte d'embarquement. Je t'ai entendu dire que tu avais laissé de la soupe dans son congélateur. Et je t'ai entendu dire je t'aime avant de raccrocher. Comme si tu allais faire des courses, et non pas comme si tu abandonnais ton fils. Après une opération d'urgence. Encore un silence. C'est sorti de son contexte. Quel est le contexte? Patricia? Ton fils a subi une opération d'urgence. Tu étais à l'aéroport. Tu as laissé de la soupe dans son congélateur. Et tu as pris un avion. Quel contexte peut rendre cela acceptable? Patricia a raccroché. Ma tante m'a appelé ce soir-là. Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement dit, je suis désolé, Ethan. Je ne savais pas. Je lui ai dit, qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Ce n'était pas elle qui était partie. Elle m'a demandé, si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai dit non. Elle a dit qu'elle prendrait de mes nouvelles, la semaine suivante. Elle l'a fait. Elle a été la seule personne de ma famille élargie, à m'appeler pour me demander comment j'allais. Au lieu de me demander de pardonner à quelqu'un. Megan a essayé une approche différente. Elle m'a envoyé un SMS directement. Ethan. Ça devient ridicule. Maman pleure tous les jours. Papa refuse de parler. Peux-tu s'il te plaît nous rappeler? Pour que nous puissions régler ça, comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Elle a renvoyé un message, 2 jours plus tard. Je ne savais pas que ta vie était en danger. Maman m'a dit que le médecin avait dit que tu allais bien. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Annuler des vacances payées. Pour une opération de routine? De routine. Elle a qualifié ça de routine. Une rupture de l'appendice, qui aurait pu me tuer, s'ils avaient attendu 1 heure de plus. J'ai regardé son Instagram. Les photos de la croisière y étaient toujours. Les cocktails au coucher du soleil. Les moments en famille sont les meilleurs. Postés, pendant que j'étais seul, dans un lit d'hôpital. Si elle ne savait pas que c'était grave, elle n'a pas non plus essayé de le découvrir. Elle avait un téléphone, sur un bateau équipé du Wi-Fi. Elle aurait pu appeler l'hôpital. Elle aurait pu m'appeler. Elle a choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas un problème d'information. C'est un problème de priorité. Je n'ai pas répondu à son message. Le système a commencé à s'effondrer, la semaine suivant leur retour. Richard a reçu une lettre de la société de location. Son co-signataire avait initié un retrait. Il devait refinancer le véhicule de manière indépendante. Où les conditions du contrat seraient réévaluées. Richard a appelé le concessionnaire. Ils ont vérifié sa capacité d'emprunt. Il ne remplissait pas les conditions. Il en était même loin. Ses revenus de retraité, qui suffisaient pour vivre, n'étaient pas suffisants pour louer une voiture seule.
Il conduisait depuis 2 ans, grâce à la force de ma signature, et il n'avait jamais envisagé. Ne serait-ce qu'une fois, ce qui se passerait si cette signature était retirée. Il s'est assis dans la voiture, dans son allée. Cette voiture qu'il ne pouvait pas se payer, sans moi. Cette voiture, qu'il a conduite jusqu'à l'aéroport, au lieu de l'hôpital. Il est resté assis là, pendant un long moment, avant de rentrer dans la maison. Il ne m'a pas appelé. Il savait désormais à quoi s'en tenir. Il m'a quand même appelé. Je n'ai pas répondu. La livraison de la pharmacie de Patricia n'est pas arrivée, le jour habituel. Elle a attendu 2 jours de plus, pensant qu'il s'agissait d'un retard d'expédition. Puis, elle a appelé la pharmacie. Ils lui ont dit que le titulaire du compte avait annulé le renouvellement automatique et supprimé les informations de paiement. Elle devait créer son propre compte, avec sa propre carte. Qui était le titulaire du compte, a-t-elle demandé. Je ne suis pas autorisée à partager cette information, madame. Elle le savait. Elle n'avait pas besoin que la pharmacie le lui dise. Mais elle ne connaissait pas l'identifiant. Elle ne connaissait pas le mot de passe. Elle ne savait pas comment configurer un renouvellement automatique. Parce qu'elle n'avait jamais eu à le faire. J'avais construit le système. J'avais entretenu le système. Ce système a fonctionné de manière invisible pendant 2 ans. Et Patricia ouvrait la boîte chaque mois, de la même manière que l'on respire l'air. Sans gratitude, sans en avoir conscience. Sans jamais comprendre qui permettait à ce flux de continuer. Elle a appelé Megan. Megan ne savait pas comment l'aider. Elle a appelé Richard. Richard a dit, demande à Ethan. Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Le système de sécurité de la maison a été mis hors ligne, 3 jours plus tard. La surveillance mensuelle a été annulée. Les caméras ont cessé d'enregistrer. L'alarme a été désactivée. Patricia a appelé la société de sécurité. Ils lui ont proposé un tarif de 45 $ par mois, plus les frais d'installation. Pour un nouveau compte. Elle a raccroché. 4 systèmes. 4 appels ou lettres. 4 moments où un membre de la famille a décroché un téléphone, ou ouvert une enveloppe. Pour découvrir qu'une chose dont il dépendait, n'était plus là. Aucun d'entre eux n'a fait le lien immédiatement. Richard pensait que le problème de voiture était une erreur de la banque. Patricia croyait que la pharmacie avait un bug informatique. Il a fallu 3 jours, avant que quelqu'un ne prononce le nom d'Ethan, à voix haute. C'est le propre du travail invisible. Quand ça fonctionne, personne ne le remarque. Quand ça s'arrête, personne ne sait où regarder. Ils savent simplement que les choses marchaient avant, et que ce n'est plus le cas. Et le vide qui sépare ce qui fonctionne de ce qui est cassé prend exactement la forme de la personne qu'ils ont laissée seule dans un hôpital. Patricia a débarqué à mon appartement, un mardi matin. Je l'ai vue par le Judas. Elle se tenait sur mon paillasson, vêtue d'un gilet, tenant son sac à main des 2 mains. C'est la façon dont elle se tient, quand elle a répété ce qu'elle va dire. J'ai ouvert la porte, parce que je voulais qu'elle dise tout ce qu'elle était venue dire. Pour que je n'ai plus jamais à l'entendre. Elle m'a regardé. Elle a regardé mon visage, aminci par une semaine de nourriture d'hôpital. Et de convalescence sur le canapé. Elle a remarqué ma façon de me tenir, légèrement penchée, parce que l'incision tirait encore. Quand je me redressais. Ethan. Je suis ta mère. Je sais. Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme ça que tu me traites? Tu annules notre assurance, la voiture de ton père. Mes médicaments, tout ça parce que j'ai fait un voyage? Tu étais à l'aéroport. J'étais en salle d'opération. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Concernant ce que tu as fait pour moi. Elle a tressailli, s'est reprise, et a réessayé. L'hôpital a dit que tu étais stable. L'hôpital a dit que j'avais besoin d'une opération d'urgence. Tu as dit que je pouvais attendre. Il y a un message vocal. Maman. Ta voix. Les annonces de l'aéroport. La soupe dans le congélateur.
Je t'aime. C'est ça que tu m'as offert. J'allais revenir plus tôt. Tu ne l'as pas fait. Le bateau ne captait pas bien le réseau. Meghan a posté sur Instagram tous les jours. Le réseau passait très bien. Elle se tenait sur le pas de ma porte, n'ayant plus rien à dire. Chaque tentative de réécrire l'histoire avait reçu une réponse. Chaque excuse avait été balayée. Elle ne parlait plus à l'Ethan qui répondait présent, qui réparait les choses. Qui dormait sur des lits de camp, portait les courses, et ne se plaignait jamais. Elle parlait à l'Ethan, qui s'était réveillé seul après une opération. Et qui avait commencé à compter. Pouvons-nous au moins en parler, a-t-elle demandé. C'est ce que nous venons de faire. J'ai fermé la porte. Je suis resté derrière, un instant. Je pouvais l'entendre respirer, de l'autre côté. Puis j'ai entendu ses pas, sur la moquette du couloir. Puis l'ascenseur. Puis plus rien. Elle était venue à mon appartement, en s'attendant à retrouver la version de moi qu'elle connaissait. Celle qui écoutait. Celle qui encaissait. Celle qui la laissait finir de parler, puis disait quelque chose d'assez doux. Pour que la conversation se termine, sans que personne ne perde la face. Cette version lui avait été utile, pendant 32 ans. Il répondait présent. Il arrangeait les choses. Il ne résistait pas. Il était la personne de la famille, la plus facile à considérer comme acquise. Parce qu'il ne faisait jamais payer le prix. Cette version est morte dans une chambre d'hôpital, avec une chaise vide à côté. Mais l'homme qui a fermé la porte, n'était pas en colère. Il avait simplement tourné la page. Meghan a supprimé l'album de la croisière de son Instagram, une semaine plus tard. Chaque photo, chaque légende, chaque cocktail au coucher du soleil, chaque dîner en famille. Et chaque selfie au bord de la piscine. Cet album, qui documentait 7 jours de moments en famille. Pendant que son frère se remettait seul d'une opération d'urgence. Tout avait disparu de son profil. Mais les captures d'écran vivent plus longtemps que les publications. La parente qui avait entendu le message vocal avait déjà sauvegardé 3 des photos de la croisière. Avec les horodatages, et tout le reste. Premier jour. Selfie à l'embarquement. 15h22. 12 heures après l'opération d'Ethan. Troisième jour. Cocktail au coucher du soleil. 20h47, pendant qu'Ethan fixait le plafond de l'hôpital. Cinquième jour, dîner en famille, avec la légende « On se crée des souvenirs ». Pendant qu'Ethan signait ses propres papiers de sortie, et appelait un taxi. La preuve des priorités de Meghan existait, qu'elle la supprime ou non. Internet se souvient de ce que les gens essaient d'oublier. Elle a cessé de m'envoyer des messages, après ça. Elle a cessé d'appeler, et a cessé de se défendre. La fille préférée, qui n'avait jamais remis en question le fait d'être la priorité, est devenue silencieuse, pour la première fois de sa vie. Non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle était à court d'arguments. Quelques semaines plus tard, une soirée tout à fait normale. J'étais sur mon canapé, rétabli, et de retour au travail. L'incision avait guéri, pour former une ligne fine sur mon abdomen, rose et en relief. Visible uniquement lorsque ma chemise remontait. Darren et moi déjeunions ensemble, presque tous les jours, maintenant. Il ne parlait jamais de l'hôpital, à moins que je n'aborde le sujet. Il était simplement là, chaque jour. De la façon dont quelqu'un est présent, quand il a vraiment envie d'être là. Mon appartement était calme. Le genre de calme que j'évitais autrefois, parce qu'il me rappelait que je vivais seul. Maintenant, ce calme m'appartenait, tout simplement. Plus aucun appel à passer au nom de quelqu'un d'autre, plus de primes à payer. Plus de cautions dont il fallait se soucier, plus de portails de pharmacie à gérer. Ce silence, c'était l'absence du labeur que j'avais accompli pendant des années. Sans que personne ne le remarque, et il résonnait comme un soulagement. J'ai pris mon téléphone, et j'ai fait défiler l'écran, jusqu'aux messages vocaux sauvegardés. Il était là. Patricia Callaway. 6h12 du matin. 3 minutes et 14 secondes. Je l'avais écouté des dizaines de fois,
au cours des dernières semaines. Dans mon lit d'hôpital, quand j'avais besoin de motivation. Pour passer le prochain appel d'annulation. Sur le canapé, quand la culpabilité infligée par Patricia manquait de m'atteindre. Tard dans la nuit, quand je fixais le plafond, en me demandant si j'étais allé trop loin. À chaque fois, les annonces de l'aéroport me ramenaient à la réalité. Ce ton désinvolte, les instructions pour la soupe. Ce « je t'aime » qui ressemblait à une formule de politesse, et non à un sentiment. Le son d'une mère, qui n'était ni déchirée, ni tourmentée, ni en conflit avec sa décision. Une mère, qui était déjà passée à autre chose, avant même d'avoir fini sa phrase. Ce message vocal avait été mon point d'ancrage, ma preuve, et mon autorisation. À chaque fois que je doutais, j'appuyais sur lecture, et le doute se dissipait. Les bruits de l'aéroport, le changement de porte d'embarquement, la soupe, le « je t'aime ». Clic. Cet enregistrement représentait 3 minutes et 14 secondes, de tout ce que j'avais besoin de savoir. Concernant ma place au sein de ma famille. J'ai fait planer mon pouce au-dessus du bouton de suppression. Je l'ai maintenu là pendant une seconde, et j'ai appuyé. Message vocal supprimé. L'écran est devenu noir. L'enregistrement qui avait ancré chacune de mes décisions, qui avait réfuté chaque mensonge. Et qui était resté dans mon téléphone, comme une arme chargée pendant des semaines, n'était plus là. Non pas parce que je lui avais pardonné, non pas parce que j'étais guéri. Mais parce que je n'avais plus besoin de ce rappel. J'ai reposé le téléphone. L'écran s'est éteint. L'appartement était silencieux. Aucun appel entrant, aucun message vocal en attente, aucun système qu'il resterait à annuler. Aucune famille qu'il faudrait porter à bout de bras. Juste un homme sur un canapé, dans un appartement calme, lors d'une soirée ordinaire. La cicatrice sur son ventre, cachée sous sa chemise. La cicatrice sur sa famille, permanente et visible de tous. Le téléphone n'a pas sonné. Et c'était très bien ainsi.